Arnaud Moinige, bonjour. Bonjour. Il s'agit d'une rencontre par Zoom, mais qui devait initialement se tenir aujourd'hui même au CHR de Lille, au Centre hospitalier régional de Lille, plus exactement au Midi culturel, qui est une, une manifestation qui a lieu régulièrement au CHR et avec laquelle Cité Philo est partenaire. Alors, il s'agit évidemment toujours d'une rencontre autour d'un livre. Aujourd'hui, ce livre, c'est Naître et renaître, qui est un recueil collectif de contributions coordonnées et édité aux Presses universitaires de France en 2020 par Claire Marin et Frédéric Borbs, qui sont des auteurs qui, dans cette collection, qui au PUF, ont une collection de classiques du soin tout à fait intéressant. Or, Arnaud Boiniche, tu as participé à un colloque qui s'est tenu à la Fondation des Treilles, dans la France, où a été esquissée une philosophie de la naissance, mais aussi ces enjeux contemporains que nous évoquerons dans notre discussion, et puis aussi des incursions dans la littérature ou le cinéma. Et enfin, je ne veux pas citer tous les auteurs, mais enfin, il y a une série de contributions qui portent aussi sur guérir, sur renaître après une épreuve, etc. Bon, c'est un livre polyphonique où la rigueur rencontre l'émotion et même l'humour. Et c'est un livre très agréable à lire et qui donne beaucoup à penser. Alors, Arnaud Boiniche est professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, président de l'association Philo-Lille, qui organise chaque année à Lille et dans les Hauts-de-France depuis bientôt un quart de siècle, la manifestation Cité Philo. Alors, donc, je répète, c'est un partenariat entre Cité Philo et les midis culturels du CHR de Lille. Et dans les circonstances où nous sommes plongés, toujours pas sortis, nous proposons aujourd'hui un entretien autour de l'élan natal, un beau titre, qui vient du travail d'Arnaud Boiniche, qui a travaillé sur le nouveau, l'irruption du nouveau, pensé à la fois à partir et avec Bergson, mais aussi avec Gilles Deleuze, à qui tu as consacré un livre d'introduction il y a quelques années, et Gilbert Simondon, dont tu es un grand lecteur, Bachelard et bien d'autres. J'en oublie certainement. Voilà, donc un petit peu notre horizon, les matériaux avec lesquels nous allons travailler pendant une heure. Alors, le thème, donc, si vous voulez, la naissance, l'élan natal, la naissance, chez les philosophes, je parle dans la littérature philosophique des grands auteurs, a suscité beaucoup moins de littérature que la mort. Hein. Bon, si j'en tenais qu'à la philosophie contemporaine, deux auteurs, Hannah Arendt et Heidegger. Hannah Arendt, dans La crise de l'éducation, parle des néoi, qui veut dire en grec les nouveaux. Donc les néoi, les enfants, la nouvelle génération, etc. Mais elle interroge ce phénomène de la nouveauté de la nouvelle classe d'âge, mais elle ne parle pas, à ma connaissance, du phénomène de la naissance lui-même. Et puis enfin, Heidegger, qui a beaucoup parlé de la mort, et chaque fois qu'on parle de la mort, on se croit obligé de passer par Heidegger, ce n'est pas forcément nécessaire, mais bon. Mais Heidegger a quand même, dans son ouvrage de 1927, Être et temps, interprété la naissance comme, je cite, être jeté dans le monde. Geworfenheit. C'est même le premier de ces trois existentiaux. On est d'abord jeté dans le monde. Parallèlement, les sciences médicales au XXe, XXIe siècle ont considérablement avancé et l'état de soi-disant passivité du nouveau-né a été sérieusement écorné. Bon, ça, ce sont les deux sources, la philosophie et puis les sciences autour de la naissance, sciences médicales.
Bon, la psychanalyse également a beaucoup parlé de la naissance, commencé par Freud. Et ce qui m'a frappé dans la lecture de textes là-dessus, de thèses d'analystes, à commencer par Freud, c'est que dès le départ, le nourrisson, le nouveau-né, est situé et caractérisé par sa vulnérabilité. Le nourrisson peut mourir pour rien. Sa précarité, ou pour parler comme Lacan, sa prématuration. Et tout ça s'inscrit dans une lignée philosophique qui part de Platon, Protagoras par exemple, où il y a un mythe, le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, où on voit que l'espèce humaine est plus faible que les autres espèces. Et même Kant, dans ses réflexions sur l'éducation, reprend ce thème de la précarité, de la vulnérabilité de l'espèce humaine. Et enfin, je ne vais pas parler de Freud de longtemps, mais un grand psychanalyste français, un philosophe, Jean Laplanche, écrivait ceci en 1987, dans Nouveau fondement pour la psychanalyse. Il disait ceci. Alors, voilà. Qu'est-ce que nourrisson? Ce sont des montages que décrivent de mieux en mieux la physiologie et l'éthologie. Montage dont la notion de base reste l'homéostase, c'est-à-dire le maintien, le retour à des équilibres. Il est des comportements adaptés chez le nourrisson, même si tout n'est pas qu'adaptation. On ne peut, et ça je pense que ça va t'intéresser, on ne peut refuser de constater l'existence de schèmes perceptivo-moteurs qui nous permettent de suivre le développement de ce qu'il faut bien appeler l'attention, l'habitude, la mémorisation, etc. Fin de citation. Enfin bon, quant à Freud lui-même, dès 1895, dans un texte qu'il n'a jamais publié, mais qui a été publié bien après sa mort, il parle du nourrisson comme étant en détresse, hein, et quelqu'un qui est hilflos, c'est-à-dire sans aide, et qui a besoin de l'aide extérieure, de l'aide de ce que Freud appelle de manière très neutre le Nebenmensch, l'homme d'à côté. Voilà. Alors, Arnaud, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que t'inspire ces rappels, et en particulier cette description du nourrisson que j'ai prise au hasard, parce qu'il y a bien beaucoup d'autres textes. Hein. Voilà. Merci beaucoup, merci Jean-François pour cette ample présentation. Alors, en effet, le texte sur lequel je me suis penché et sur lequel j'ai pu travailler tout récemment, hein, puisque le livre date de la rentrée dernière, d'en Naître et Renaître, hein, à savoir L'élan natal, effectivement, qui est un article, appartient à un volume collectif, comme tu le disais, sous la direction de Claire Marin et de Frédéric Worms. Et ce collectif est lui-même issu d'un séminaire. Alors c'était beaucoup plus ample qu'un colloque, hein. C'était un séminaire d'une semaine à la fin du mois d'août 2018 au Treil, dans le sud. Et c'était un travail à plusieurs voix, polyphonique, hein, je dirais, puisque parmi les contributeurs, hein, il y a 13 contributeurs et contributrices, il y a des gens d'horizons très différents, hein, pas seulement et pas exclusivement et pas majoritairement d'ailleurs des philosophes, mais aussi des psychiatres, psychanalystes, psychologues, enfin voilà, des gens d'horizons très, très différents et qui ont, pour la plupart d'entre eux, un contact, je dirais, clinique ou direct, concret à la naissance. Hein. J'aurai l'occasion d'y revenir, c'est extrêmement important pour moi. Oui. Alors justement, comment est-ce que moi-même, dans mon parcours, j'en suis venu d'abord, avant de réagir hein, au passage de Laplanche, hein, qui me semble en effet intéressant à titre de point de départ hein, pour discuter. Comment est-ce que j'en suis venu moi-même à aborder la question de la naissance? En effet, j'ai commencé par l'histoire de la philosophie. J'ai consacré une thèse à Bergson, ainsi qu'un livre à Deleuze, autour de la question du nouveau, de la nouveauté. Et entre ces deux extrêmes, ou entre ces deux extrémités, je dirais, entre Bergson et Deleuze, il y a en effet toutes sortes d'auteurs auxquels j'ai prêté une attention, également sous l'angle de la création, du temps,
de l'événement, de la nouveauté. Simondon, Jean Kelevitch, Bachelard, enfin voilà, toutes sortes effectivement d'auteurs de la philosophie majoritairement française contemporaine. Et donc autour de ce fil conducteur de la nouveauté. Et j'en suis venu, il y a quelques années, à travailler sur la naissance, en effet, en me posant une question très simple, c'est qu'est-ce que ça signifie naître? Qu'est-ce que ça veut dire naître? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que, très simplement, vraiment, je me suis posé la question avec une sorte d'insatisfaction, c'est que du côté de la philosophie, il y a un fil très ténu, hein, effectivement, de Platon à, on va dire, à des auteurs, Derrida, en un certain sens, accorde de l'importance à la naissance, en passant par Jonas, Hans Jonas, par exemple, Arendt, effectivement, dont c'est un thème extrêmement récurrent, hein, d'ailleurs, qu'on pourrait, à certains égards, opposer à Heidegger, justement. C'est la manière qu'elle avait de se démarquer d'Heidegger, hein, c'est de lui opposer la naissance comme fait premier ou fait fondamental plutôt que la mort, hein, penser l'existence dans l'horizon de la naissance et de la natalité, hein, plutôt que de la mort et de la mortalité. Et donc, j'ai effectivement, comme tu le disais, moi aussi été frappé par le fait que la philosophie s'était beaucoup plus intéressée à la mort plutôt qu'à la naissance, hein, sans savoir quoi faire de ce constat. Mais donc j'ai travaillé sur la nouveauté, effectivement, c'est peut-être le fil qui va me relier à la naissance. Ce qui m'a frappé dans ma recherche en histoire de la philosophie, hein, c'est cette question du nouveau qui est introduite en philosophie par Bergson, et Deleuze d'ailleurs dit de Bergson qu'il a introduit en philosophie cette question, comment quelque chose de nouveau est possible. Voilà, donc j'en étais là, hein, quand dans mon existence, hein, personnelle, eh bien, un événement s'est produit, un double événement en fait, hein, deux nouveautés, deux nouveau-nés, hein, c'est la naissance de mes deux enfants. Et donc j'ai été voilà, personnellement confronté à ce bouleversement, hein, dans une vie, et tout à coup, sous l'effet de ce double événement, ma question a un peu changé. C'est-à-dire qu'au lieu de me demander comment quelque chose de nouveau est possible, au lieu de me demander comment quelque chose de nouveau peut surgir, je me suis posé la question de savoir comment penser l'irruption de quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire? On dit le nouveau-né, justement. Hein, voilà. Et donc, de la nouveauté au nouveau-né, voilà, ce glissement que j'ai opéré pour mon compte, hein, dans ma propre recherche, comment dire, a infléchi mon questionnement dans cette direction. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire comment je suis passé de l'histoire de la philosophie à cette question philosophique elle-même, hein, la naissance, et qu'est-ce que ça signifie naître. Or, pour aborder cette question, j'ai pris deux partis. Le premier parti, c'était d'adopter, je me suis fixé comme tâche, hein, et comme objectif, d'adopter le point de vue du nouveau-né lui-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans la philosophie, quand on se penche sur la naissance, on se penche sur la naissance à partir de l'adulte qui médite rétrospectivement son origine. La naissance, c'est pour chacun, hein, ce qui est situé en arrière, ce qui est situé dans le passé, hein, ce qui est situé dans une origine immémoriale. On n'en a pas de souvenir conscient. Et donc, j'ai essayé de déplacer un peu les choses et de me poser vraiment la question du point de vue du nouveau-né. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai choisi ce parti pris, c'est aussi pour court-circuiter un risque qui est que souvent, quand on entend parler de la naissance, et c'est valable aussi dans beaucoup de tentatives contemporaines, en réalité, on aborde plutôt la question de ce que ça veut dire donner naissance. Et en fait, ce n'est pas ma question. Ma question, ce n'est pas qu'est-ce que ça veut dire donner naissance, mais ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire naître pour le nouveau-né d'abord lui-même. Et donc, le deuxième parti que j'ai pris corrélatif de celui-ci, c'est de documenter le point de vue du nouveau-né. Et de le documenter au contact des savoirs concrets et des savoirs constitués et nombreux, hein, multiples,
qui prennent la naissance pour objet. Donc la psychologie du développement, la psychanalyse, la pédiatrie, la pédopsychiatrie, la psychomotricité, l'anthropologie, la mécanique obstétricale, enfin voilà, j'en passe. Hein, si bien que ça a été d'abord un énorme travail de documentation. Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette recherche il y a environ 5 ans. Et j'ai mis beaucoup de temps parce que je ne voulais pas aborder cette question de la naissance sans passer par les savoirs concrets, hein, par la confrontation aux données concrètes et contemporaines. Hein. C'est très important parce qu'il me semble que dans l'histoire de la philosophie, à chaque fois qu'il est question de la naissance, ce n'est jamais à travers les sciences, hein, ce n'est jamais à travers les savoirs, hein. C'est toujours à travers une sorte d'invocation d'une expérience originaire, inaccessible, presque un point aveugle aussi de notre propre histoire, hein, comme un angle mort en quelque sorte. Et depuis quelques dizaines d'années, en particulier depuis la deuxième moitié du XXe siècle, hein, les savoirs qui sont consacrés à la naissance ont explosé. Et une des raisons aussi de la lenteur, hein, pour progresser dans cette multiplicité de données, c'est la multiplicité de travaux qui sont consacrés au nouveau-né, à son développement, et donc à tous les aspects, hein, de cette expérience natale et néonatale. Et donc voilà, ma conviction, c'est vraiment qu'on ne peut pas aborder la question de la naissance sans passer par ces savoirs-là. Bon, ça c'est une méthode, hein, que j'hérite de Bergson, hein, puisque Bergson lui-même, hein, s'est toujours fixé comme tâche, hein, ce qu'il appelle un empirisme métaphysique, c'est-à-dire que toutes les questions de la métaphysique, hein, toutes les grandes questions, il les aborde à travers les sciences. Hein, quand il se pose la question, par exemple, du dualisme, hein, il se penche sur la question de l'aphasie. Et il se documente d'ailleurs à la veille de Matière et Mémoire. Il passe 5 ans à dépouiller toute la littérature consacrée à l'aphasie, consacrée à la psychologie de son époque. Et voilà, donc c'est cette méthode-là que j'hérite de Bergson, entre autres choses. Hein, j'hérite de beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, c'est d'abord cette méthode que je me suis fixée comme tâche d'appliquer pour aborder la naissance. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert en un mot, et ça me conduira justement à la citation que tu donnais de Laplanche, que je ne connaissais pas, hein, que je découvre. Ce que j'ai découvert, c'est que contrairement à l'image que j'avais, en tout cas, et à l'image qu'on a tous, qu'on est nombreux à avoir, et qui est en grande partie relayée aussi par la philosophie, mais la psychanalyse aussi, hein, par Freud notamment, par Heidegger, par Lucrèce aussi. Hein. Il y a un passage de la nature, dans De la nature, où Lucrèce compare le nouveau-né à un naufragé qui échoue. Hein. Donc, il y a cette image vraiment de l'être jeté, de la déréliction, de la vulnérabilité, de la détresse, de l'angoisse néonatale, de la fragilité. Bon, toutes ces thématiques-là, hein, me semblent dominantes lorsque l'on se penche sur la condition natale ou néonatale, hein, et sur ce que c'est que naître. Et ce que j'ai découvert, c'est au contraire un nouveau-né qui est un être actif, mobile, passionnément actif et passionnément mobile, doué de compétences multiples, et qui est dès le début, peut-être même avant, hein, dès la vie intra-utérine, hein, qui est capable de déclencher par lui-même des mouvements, qui est capable d'une activité, et qui n'est pas seulement une activité réflexe. Ça m'a beaucoup frappé, beaucoup marqué, beaucoup intéressé aussi, puisque ça remettait en question pas mal de préjugés, pas mal de croyances, et ça me semblait donner à la naissance une autre dimension, une autre tonalité, je dirais, une autre tonalité, et comme si on pouvait, à partir de cette découverte de l'activité natale, commencer un autre récit de la naissance, un autre récit que celui qui a dominé depuis le début. Alors ça me conduit justement à la formule de Laplanche, hein, parce que ce qui me frappe beaucoup, alors il est philosophe et psychanalyste, hein, j'en profite pour signaler que Oui. Naître et renaître, Oui. le recueil qui est l'occasion, hein, de cette discussion, est lui-même dédié à la mémoire d'une philosophe et psychanalyste qui est Anne Dufourmentel, hein, qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et donc, c'est pas un hasard si justement cette
tentative de réfléchir collectivement sur la naissance est placée sous le signe de cette double discipline, la philosophie et la psychanalyse, parce que la psychanalyse, justement, et les psychanalystes sont en contact direct aussi avec cette matière concrète du nouveau-né. Je pense à Winnicott, par exemple, qui compte beaucoup dans mon travail. Et alors, ce qui me frappe dans dans les formules très fortes de Laplanche, c'est, alors, d'un côté, effectivement, il se confronte lui-même à celui qu'il appelle le nourrisson, donc le nouveau-né. Donc ça, c'est très intéressant parce que il ne court-circuite pas cette dimension concrète et corporelle de la naissance, qui est souvent court-circuitée ou souvent passée au second plan dans les philosophies qui s'intéressent à la naissance. Mais alors, aussitôt qui s'intéresse au nourrisson, c'est pour en faire un ensemble de montages, c'est ce qu'il dit, des montages, un ensemble de dispositifs, on pourrait dire, c'est-à-dire quelque chose d'impersonnel, au fond, un ensemble de processus qui sont étudiés par la physiologie, par la biologie, par l'éthologie, mais qui sont essentiellement centrés, alors même si d'un autre côté, il mentionne les facultés que sont de mémoire, l'attention, la mémoire justement, l'habitude aussi. Néanmoins, pardon ? Oui, oui. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. J'essaie de reconstituer. Hein, j'ai pas eu le temps de noter toute la. Mais c'est tout ça pour dire. La mémorisation. Oui, voilà, la mémorisation. Tout ça pour signifier à quel point moi, je me démarquerais justement de cette image du nouveau-né, qui reste encore une image marquée par la passivité et par un point important qui est la régulation ou l'autorégulation, l'homéostasie, il me semble, il parle de, c'est-à-dire l'effort que ferait le nourrisson pour, alors nourrisson, nouveau-né, bébé, tout ça, enfin, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, hein, c'est des termes qui ne sont pas anodins, parce que justement le nourrisson, c'est celui qu'on nourrit, et donc c'est a priori une fonction passive, justement, hein, ou en tout cas une fonction qui est surtout orientée vers la conservation, hein, et vers la satisfaction des besoins, vers la restauration d'équilibre, là où je m'efforce tout au contraire de montrer à quel point, alors sans nier cet aspect-là, mais si on en fait la totalité de cette condition néonatale, hein, je crois qu'on passe à côté de toute une dimension qui est la dimension active. Et j'accorde beaucoup d'importance aux travaux d'un psychiatre, pédopsychiatre, obstétricien qui est Albert Grenier, qui a travaillé sur la motricité dite libérée. Et au début, enfin c'est dans les années 90, et à la fin des années 2000, il a compilé ses travaux en montrant que dès la naissance, pour peu que l'on manipule correctement l'enfant et qu'on neutralise les mouvements non coordonnés de la nuque, hein, c'est-à-dire qu'on stabilise sa nuque, on voit apparaître toute une motricité extrêmement impressionnante et qui paraît décalée par rapport à cet âge parce que beaucoup plus tardive, hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à une motricité déjà d'un enfant qui a plusieurs mois, alors que nous ne sommes qu'à quelques jours de sa naissance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le nouveau-né qui mérite d'être mis en évidence. Et sur quoi on doit insister, c'est qu'il est d'emblée un être capable de déclencher par lui-même des mouvements d'approche. Il peut saisir des jouets, il peut saisir des objets, il peut pointer son regard. Et donc, il y a quelque chose ici qui a beaucoup impressionné Albert Grenier, qui était frappé par le fait que tout à coup, le nouveau-né vraiment, hein, vraiment à la naissance, pouvait être considéré comme un petit être doué d'une subjectivité, c'est-à-dire qu'il cessait d'être un objet, il cessait d'être perçu, ça a bouleversé vraiment toute son équipe aussi, hein, d'être perçu comme un objet, c'est-à-dire comme un être qu'on va peser, mesurer, et donc il va être le support de tout un ensemble d'approches qui sont objectivantes, hein, pour lui, et tout à coup on voit plutôt derrière apparaître d'ores et déjà des éléments qui participent de sa subjectivité ou de sa personnalité. Alors, Arnaud, tu dis aussi dans
dans ce chapitre, pour aller dans le sens de l'activité, tu dis naître, c'est faire quelque chose. Oui. Et c'est intriguant parce que faire quelque chose du point de vue de l'adulte, c'est avoir un objectif à poursuivre et se donner les moyens de. Donc, est-ce que ça, c'est applicable au nouveau-né? Est-ce qu'il y a une intentionnalité? Oui, oui. Alors, pas exactement sous cette forme, c'est-à-dire sous la forme sous une forme qui serait idéomotrice, c'est-à-dire à partir d'un projet, mais c'est sous une forme déjà ou psychomotrice, oui, c'est-à-dire que, alors, je viens d'abord, je viens à cette idée-là en repartant de la formule que tu citais à l'instant, naître, c'est faire quelque chose. C'est vrai que c'est une sorte de formule que je propose à titre de manière un peu provocatrice, mais aussi à titre d'hypothèse, mais elle n'est pas, à mon sens, elle n'est pas sans fondement et elle est parfaitement dans la continuité de ce que je disais à l'instant, à savoir que naître, en effet, c'est pas faire quelque chose. Au départ, naître, c'est un événement. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? Un événement, c'est ce qui nous arrive. Un événement, c'est ce qui nous tombe dessus. Un événement, et par excellence, on pourrait dire que la naissance, c'est le prototype de l'événement. C'est ce qu'on n'a pas voulu, c'est ce qu'on n'a pas recherché, c'est ce que personne d'entre nous n'a désiré, n'a anticipé, n'a pu. Voilà, ça nous est arrivé. Si bien que l'événement, c'est d'abord ce qui nous place dans une position de passivité. Alors, d'abord, on peut aussi, à l'appui de cette idée, mentionner d'autres langues, comme l'anglais ou l'allemand, pour qui les verbes sont des verbes, le verbe naître en anglais, to be born, et geboren werden en allemand, ce sont des verbes qui immédiatement, dans leur forme même, comportent la passivité. C'est moins évident en français, qui a une forme active, ou en tout cas pseudo-active, justement, avec laquelle je cherche à renouer en effet. Pourquoi? Parce que, d'abord, très concrètement, et c'est ce qu'on perd, à mon avis, philosophiquement, dans toutes les tentatives qui s'efforcent de prendre la naissance pour objet, très concrètement, naître, en quoi ça consiste? Alors, il y a une formule de Winnicott que j'aime beaucoup, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, mais une d'ailleurs que je cite dans l'article, c'est une formule dans laquelle Winnicott dit la chose suivante, c'est de mémoire, en se tortillant, peut-être avait-il besoin de respirer, le bébé a fait, alors dans le texte anglais, c'est did, donc c'est vraiment le verbe faire, le bébé a fait quelque chose de sorte qu'à son point de vue, c'est lui qui a déclenché l'accouchement. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette formule, qui peut servir aussi d'exergue à ce travail, c'est que Winnicott accomplit lui-même ce déplacement que j'indiquais tout à l'heure en commençant, à savoir qu'il prend le point de vue qui semblait impossible, justement, parce que ce point de vue, il semble définitivement perdu, en tout cas, il est perdu dans notre mémoire, alors pas tout à fait, peut-être dans notre mémoire consciente ou dans notre mémoire psychique, mais peut-être pas dans notre mémoire corporelle. Ce sont des choses qui sont engrammées, qui sont inscrites, et d'ailleurs Winnicott accorde beaucoup d'importance à ce point, la naissance, selon qu'elle se passe bien ou mal, ou en tout cas les conditions dans lesquelles elle se déroule, marquent très, très fortement, émotionnellement, affectivement, psychiquement, une histoire. En fait, il y a des études très, très instructives et très intéressantes, voire passionnantes, même sur ce point-là. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la littéralité de cette formule, qui consiste à prendre le point de vue de l'enfant comme vraiment un corps qui se ferait un chemin et un corps qui se propulse. Et alors, justement, qu'est-ce que, dans cette formule, est-ce qu'elle est ambiguë, cette formule? Effectivement, en se tortillant, l'enfant a fait quelque chose. Alors, on peut se demander si ce tortillement est véritablement quelque chose comme c'est pas un projet, bien entendu. Winnicott explique qu'il y a tout à coup une coïncidence entre deux choses, c'est-à-dire d'un côté, peut-être justement un dispositif respiratoire, des organes, une fonction respiratoire qui arrive à maturité, c'est-à-dire qui est conçue ou qui est faite à un moment donné pour respirer sur un mode aérien, de passer de la respiration intra-utérine à la respiration aérienne, et donc
il y a quelque chose comme un kairos ou un moment venu qui est peut-être perçu par l'enfant et qui rencontre tout à coup, quand les choses se passent bien, les mouvements de contraction, justement, qui vont peu à peu le conduire, justement, et l'engager, c'est le terme en obstétrique, en mécanique obstétricale, hein, qui vont l'engager à se frayer un chemin et à sortir, hein, du ventre maternel. Donc, on est dans quelque chose, dans quelque chose d'extrêmement ambigu et qui correspond, à mon sens, au statut lui-même ambigu. Je parlais tout à l'heure de l'anglais ou de l'allemand, mais il faut savoir que naître, c'est un terme qui, en grec et en latin, se dit dans des formes qui sont des formes extrêmement ambiguës. Alors, en latin, c'est naître, nascor, est un verbe déponent, dit déponent, c'est-à-dire qui a déposé sa forme active, et donc qui est mixte entre l'actif et le passif. De même que gignestai en grec est un verbe à la voix moyenne, lui aussi, donc, qui n'est ni passif ni actif. Et voilà, donc en réinscrivant l'activité dans cette expérience qui, au premier abord, semble passive, j'essaie de penser en quelque sorte la naissance à la forme déponente ou à la voix moyenne, comme on pourrait le dire en latin et en grec. Et je prendrai juste deux exemples parce que pour répondre très concrètement à ta question, à savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est faire quelque chose, ici en l'occurrence, hein, quand je dis naître, c'est faire quelque chose, eh bien, il y a toute une part d'activité qui a été occultée jusqu'à présent, hein, dans le nouveau-né, mais même déjà au stade fœtal. Au stade fœtal, maintenant qu'on a des moyens de mesurer aussi et d'observer, hein, on s'est aperçu qu'il y avait déjà à ce stade des mouvements qui étaient accomplis par l'enfant, non pas des mouvements qu'on appelle alors balistiques, c'est-à-dire des mouvements incontrôlés ou incoordonnés, hein, qui rencontrent par exemple la paroi utérine ou le visage, mais on a véritablement, en enregistrant les images de ces mouvements, des images qui attestent qu'il y a un ralentissement. Par exemple, quand l'enfant va amener sa main vers son visage, la main ralentit à l'approche du visage, ce qui est la preuve qu'il y a un objet, il y a quelque chose, il va atteindre quelque chose. La preuve, c'est qu'il ralentit. Le visage n'est pas rencontré comme quelque chose qui se met sur la trajectoire d'un mouvement qui sera incontrôlé, mais il y a déjà un pointage, un pré-pointage, hein, qui est attesté dans ces mouvements, dans ces mouvements intra-utérins. Et alors, pour prendre deux exemples très courts, hein, parce que quand on observe un enfant, il y a toute une dimension d'activité qu'on ne voit pas. En un sens, ce que j'aurais voulu réintégrer justement dans la considération de la condition natale, c'est justement cette activité qu'on ne voit pas. Je prends deux exemples très brefs. Quand on porte un enfant, parce que justement porter un enfant, on se dit voilà, c'est l'exemple typique de la passivité, hein. C'est un corps qui est porté. Dans le portage, il faut savoir qu'il y a de la part de l'enfant ce qu'on n'aperçoit pas et ce sur quoi quelqu'un comme André Bullinger, hein, qui est un spécialiste de la sensorimotricité néonatale, il dit qu'il y a ce qu'on appelle un recrutement tonique ou une mise en forme posturale, c'est-à-dire que l'enfant détecte les mouvements par lesquels on le porte et il va lui aussi participer à son portage, hein, donc il participe à ce portage. Il est partenaire de ce portage, il y a une coactivité ou une coparticipation, justement ce qu'on ne voit pas, et Bullinger mentionne le fait que les très jeunes enfants à devenir autistiques, c'est-à-dire ceux chez qui on a rétrospectivement, parce que le diagnostic d'autisme, c'est un diagnostic qu'on porte beaucoup plus tardivement, mais lorsqu'on s'intéresse à l'enfance précoce et donc aux premiers mois de l'existence, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome du bébé lourd. C'est-à-dire que le bébé est beaucoup plus. Les bébés à devenir autistiques sont beaucoup plus lourds. Pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas partenaires de ce portage, qui est en réalité un co-portage. C'est la même chose d'ailleurs pour le nourrissage, c'est-à-dire que l'enfant ne se nourrit pas de manière passive, on le met en posture pour qu'il se nourrisse. Et de la même manière, il y a des mouvements de très très jeunes bébés, hein, de quelques semaines, de quelques mois, où la tête
bascule en arrière. Et on a coutume de considérer que c'est l'impotence de la nuque, en fait, hein, et de l'impossibilité pour le nouveau-né de contrôler sa nuque qui sont responsables de ces mouvements de bascule en arrière. En réalité, il s'agit vraiment d'une conduite d'exploration parce que le bébé, en rejetant sa tête en arrière, essaye de vérifier l'arrière-fond, hein, le fond, c'est-à-dire qu'il essaye de voir s'il n'a pas des appuis, hein, en arrière. Oui. Donc, en fait, ce sont des mouvements qui, en apparence, sont désordonnés, voire des mouvements réflexes, et qui en réalité sont des mouvements dans lesquels on peut apercevoir les traces d'une activité. Et c'est la raison pour laquelle voilà, je cherche, je repère, hein, à toutes les phases de ce développement les traces de cette activité, hein, où derrière la passivité, en apparence totale ou intégrale, il y a de l'activité. Alors, ce que tu viens de dire du portage me fait penser à des choses qu'on dit en clinique pédopsychiatrique, Oui. par exemple le holding de Winnicott, c'est-à-dire les bras de l'adulte qui offre une assise à l'enfant. Alors, si on pourrait voir les choses de la façon suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant est actif, c'est ce que Henri Wallon parlait déjà de la fonction tonico-posturale. L'enfant se redresse, il cherche à se redresser en appui sur l'adulte, hein. Donc, c'est une activité, mais supportée au sens d'encourager, portée par l'adulte, hein. Oui. Très peu. Autant que le oui, oui, exactement. Je suis bien d'accord avec toi. Oui, oui. Alors ça, c'est très important, effectivement. Donc, Wallon, évidemment, extrêmement, c'est aussi une source extrêmement importante, hein. Ce qui m'importe beaucoup chez Wallon, c'est l'angle sous lequel il aborde l'enfance, en particulier les premiers mois, hein. Consiste à prêter beaucoup d'attention au corps, avec cette hypothèse que le psychisme est d'abord corporel au départ, et en particulier au mouvement. Donc, effectivement, il accorde beaucoup d'importance au mouvement, et finalement, pour moi, c'est vraiment l'angle sous lequel j'aborde la naissance, hein, comme un élan. C'est vraiment sous l'angle moteur, sous l'angle de la motricité et sous l'angle du mouvement. Et le mouvement, c'est vraiment ce qui témoigne, pour moi, de ce que c'est que naître. Et ce mouvement, il va à la fois en avant, hein, c'est-à-dire que c'est pour ça, cette image de l'élan, pour moi, je la rattache aussi à des penseurs comme Minkowski aussi, hein, qui reprend aussi à Bergson cette image, mais qui parce que chez Bergson, c'est une image. Parce que tout à l'heure, je disais que je viens de Bergson, mais chez le nouveau-né, c'est pas une image, ou alors c'est une image motrice, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très concret. Parce que Bergson comparait la vie à un élan, mais justement, en faisant cela, il dit que c'est une image. Mais c'est littéralement que la naissance est un élan dans l'existence et dans l'expérience concrète. Et donc, c'est un élan donc, vers l'avant. Et en faisant cela, d'ailleurs, j'opère quelque chose aussi qui est un déplacement fondamental dans la réflexion sur la naissance, c'est qu'habituellement, la naissance, elle est considérée sous le signe ou sous le symbole de l'avant, mais l'avant considéré comme antériorité dans le temps, hein, et comme origine. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de considérer l'avant, justement, non pas comme l'antériorité dans le temps, mais comme la destination dans l'espace. C'est-à-dire que je renverse les choses et je considère cet élan comme une projection, comme une propulsion. Et alors, c'est pour rejoindre ce que tu viens de dire à l'instant, c'est aussi comme une verticalisation. Parce que on pourrait discuter, hein, du fait que je m'efforce de penser la naissance plutôt comme un élan que comme un événement, c'est-à-dire plutôt comme un processus en le connectant au développement de l'enfant. On pourrait dire, mais au fond, du coup, on perd la dimension événementielle de la naissance, c'est-à-dire on perd le fait que cet élan natal, au fond, il n'a pas de terme, il se développe sur toute la vie, dans toutes les distances. Alors pour moi, le terme, justement, c'est la verticalisation, c'est-à-dire que c'est la venue à la verticalité, c'est l'élévation. Et c'est-à-dire que ce mouvement, il n'est pas seulement mouvement en avant, selon une horizontalité, en quelque sorte, on pourrait dire, mais il y a aussi une verticalité. Et ça, je le dois aux travaux de Geneviève Hague,
qui est quelqu'un qui est une psychanalyste voilà, qui s'intéresse beaucoup, qui s'est beaucoup intéressé notamment à l'autisme, qui s'intéresse beaucoup, dont les travaux ont été réédités il n'y a pas longtemps dans le moi corporel. Donc ça renvoie à l'affiche même de Cité Philo, hein, parce que on a cet enfant, voilà, on a cet enfant qui est porté par un adulte. Et on l'a d'ailleurs, elle est très belle cette affiche, parce qu'on voit que l'enfant, sans y penser ou sans le vouloir, en même temps qu'il se verticalise, alors dans une verticalisation qui est précaire, on le voit, hein, et qui pour moi renvoie vraiment à ce mouvement tu parlais de l'éducation, de l'institution, hein, le fait de se tenir debout. Oui, l'institution. Voilà, l'institution. Parce que, bon, juste une petite parenthèse dans ce que tu dis, c'est que la racine indo-européenne ste qu'on trouve dans institution, Stift ou Stiftung en allemand, stehen, to stand en anglais, signifie se tenir debout. Exactement. C'est ça, voilà. c'est ça. Hein. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a ça, effectivement, se tenir debout. Enfin, pour un nouveau-né, c'est aller vers le tenir debout et être porté pour le faire. Et puis, tu système Minkowski, et il y a, je me souviens dans Le temps vécu, hein, qui est fortement inspiré de Bergson, Minkowski dit que l'élan va toujours plus loin. Il y a toujours plus d'élan qu'il n'y a de mouvement réel. L'élan vital, c'est d'être plus que l'élan vital lui-même. Exactement. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te... Oui. Qui te parle? Oui. Oui, bien sûr, absolument. Oui. Toujours quelque chose pour aller plus loin. D'ailleurs, bon, ça rejoint ce qu'on disait à l'instant sur le fait de se tenir debout, parce que se tenir debout, je crois que, si j'ai bien compris, hein, dans les travaux de Geneviève Hague, c'est d'abord se tenir debout psychiquement. C'est-à-dire qu'il y a la verticalisation dont elle parle, et cette verticalisation, d'ailleurs, elle se joue essentiellement dans le regard. C'est-à-dire qu'elle explique qu'il y a une fonction fondamentale du regard, c'est dans le regard de l'autre, hein, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais peut-être on va en parler, mais il y a une dimension intersubjective, c'est-à-dire que l'enfant, quand je parle d'élan, cet élan, il se déploie pas seul, et il ne peut pas se déployer seul. Bien entendu, il y a quelque chose de l'ordre d'une impulsion motrice interne ou intrinsèque, quelque chose qui est en place dès la naissance. Alors cette expression, d'ailleurs, je l'emprunte à Colwyn Trevarton, hein, qui est un éminent spécialiste, aussi un psychologue qui travaille beaucoup sur les nouveau-nés. Donc cette impulsion, elle est dans l'enfant, mais elle doit être impérativement relayée, accompagnée, soutenue, et à bien des égards aussi intensifiée par l'adulte, par la mère, par les parents, par tout l'entourage. Et donc il faut effectivement, il y a cette fonction de portage, et cette fonction relationnelle, elle est absolument fondamentale. Mais cette verticalisation, elle doit d'abord se faire de manière psychique avant de se faire de manière physique, hein, par la marche. Il y a une mise en marche du psychisme qui précède la mise en marche locomotrice, en quelque sorte. Et donc cet élan, on disait à l'instant, parce que ce terme m'importe aussi parce qu'il n'est pas simplement moteur, il est aussi affectif. L'élan, c'est ce qui nous porte vers quelqu'un. Vers quelqu'un, c'est ça. Et du coup, ça rejoint l'éducation ou l'institution, qui sont toujours des portages, hein, qui se font toujours de manière relationnelle. Alors, c'est une bonne, une bonne transition, parce que la naissance se produit toujours quelque part, c'est-à-dire dans un lieu, la maison, bien l'hôpital, la clinique, dans le meilleur des cas, bien sûr. Et la question que tu développes aussi dans un article paru dans les cahiers thématiques numéro 18, hospitalité au pluriel, c'est-à-dire l'accueil du nouveau ou l'accueil de l'étranger, du migrant, etc. Et tu y fais référence beaucoup à cette notion d'accueil, notamment dans des
dans des ethnies, des peuplades où il est question de couvade, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, c'est cette question de l'accueil du nouveau-né. Comment tu la vois? Oui. De ton point de Alors, vue à justement, toi, j'ai développé effectivement des réflexions sur l'hospitalité, alors ce que j'appelle l'hospitalité natale ou néonatale, hein, c'est-à-dire que oui. naître, c'est être accueilli. Alors, voilà. J'ai eu l'occasion de consacrer une étude sur ce point, en effet, en pointant quelque chose qui m'a paru remarquable, alors en particulier au contact de la littérature anthropologique, c'est que tous les rituels d'accueil, ou la plupart des rituels d'accueil du nouveau-né dans la plupart des cultures, hein, donc je me suis intéressé à pas mal de cultures en Afrique, essentiellement l'Afrique, en Amazonie, en Amérique du Sud, également en Albanie aussi. Enfin, voilà, j'ai lu un certain nombre d'ethnographies, la Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi, avec les travaux de Pascal Bonner, auxquels tu faisais allusion. Et j'ai constaté que tous les rituels d'accueil du nouveau-né étaient les mêmes que les rituels d'accueil de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, hein, il y avait lorsqu'un étranger arrivait, ceux qui étaient mis en place pour accueillir un nouveau-né. C'est-à-dire que le nouveau-né lui-même est considéré d'abord comme un étranger et comme un étranger à qui on doit faire une place. Donc il y a toutes sortes de, il y a une multiplicité de gestes, de moments qui sont mis en place pour intégrer l'enfant, mais à partir de quelque chose qui est d'abord une extériorité. Alors, ça me conduit peut-être à la couvade, en effet. Alors, la couvade, il faut juste peut-être faire une précision terminologique, c'est que la couvade, c'est un terme qui nous est relativement familier et qui désigne plutôt un ensemble de, on va dire, c'est un syndrome d'abord, hein, c'est toutes les manifestations psychosomatiques qui touchent un futur père, hein, dont la compagne attend un enfant et bon, il va prendre du poids ou perdre du poids, il va y avoir des manifestations comme ça peut être des nausées, ça peut être bon, tout un ensemble de phénomènes qui vont l'affecter et qui traduisent physiologiquement, hein, psychosomatiquement, justement, sa transformation aussi, hein, sa transformation en tant que père. Et donc, c'est essentiellement c'est souvent, mais pas tout le temps, enfin, c'est souvent des manifestations qui se produisent chez les primo-pères, enfin des pères qui sont pères pour la première fois en particulier. Donc et donc ça atteste de cette gestation psychique qui est en même temps physiologique, mais la couvade, c'est aussi le nom en anthropologie d'un ensemble de rituels et un ensemble surtout d'interdictions. Alors c'est un terme, couvade, hein, ça a été surtout utilisé pour des rituels en Amérique du Sud. Hein. C'est vraiment sur ce terrain ethnographique-là que ce phénomène-là a été le mieux documenté. Dans d'autres cultures, parfois il est absent ou plus discret, notamment en Afrique. Et alors, ça consiste surtout en des interdits alimentaires ou des interdits d'occupation. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qu'un père ou que des parents, parce que la couvade, c'est aussi, elle s'élargit parfois à la mère, parfois au premier cercle aussi, les grands-parents, ça peut être les oncles, tantes. Voilà. Il y a des interdits d'aliments ou d'occupation qui sont réputés justement avoir une incidence sur le développement du nouveau-né, enfin, de l'enfant qui est en gestation ou qui naît, parce que la couvade, elle est prénatale, elle peut être postnatale aussi. Hein, au moment où l'enfant est né, il y a encore des interdits qui peuvent demeurer, mais parce que, par exemple, un aliment peut être réputé favoriser l'hémorragie chez la mère, par exemple. Et donc, pour éviter cette hémorragie, il y a une croyance magique, hein, en une influence de substances à distance, hein, de ce qui est mangé, de ce qui est consommé ou de ce qui est fait aussi. Hein. Il y a des gestes, par exemple, nouer un arc, par exemple, à fabriquer tout ce qui consiste à fabriquer quelque chose en faisant un nœud.
sera prohibée chez le père parce que ce sera réputé justement attacher l'enfant, enfin rendre l'accouchement difficile, hein, par exemple. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant pour moi dans la couvade, c'est qu'il y a plusieurs choses, mais en effet, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transformation psychique au contact d'une altérité. Et donc, ça fait partie de que fait le père quand il fait ça aussi. Hein, il accueille quelque chose vis-à-vis duquel il est étranger, hein, parce que la mère elle-même porte l'enfant de manière voilà, biologique, physiologique, elle le porte, mais le père, justement, en se soumettant à tous ces interdits, eh bien, fait quelque chose qui amorce en lui sa propre fonction paternelle. Et qui va aussi comment dire, parce que souvent d'ailleurs ces rituels de couvade sont particulièrement contraignants pour le premier enfant, hein, comme si ça va dans le sens de ce que je dis, comme si il fallait amorcer quelque chose qui n'était pas là auparavant. Et donc c'est cette phase-là, c'est cette gestation à distance, on pourrait dire. C'est comme une gestation à distance qu'accomplit le père, et ce qui pour moi va dans le sens de la dimension. Alors tout à l'heure j'ai utilisé le terme, mais même un autre sujet, de la dimension polyphonique de la naissance. C'est-à-dire que la naissance, voilà, c'est pas un événement qui est centré sur une sorte, qui est centré, enfin, c'est un événement à plusieurs centres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un centre qui serait uniquement l'enfant, voilà, mais il y a plusieurs centres qui vont entrer en relation les uns avec les autres. Et ce qui m'intéresse, alors justement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est ce sur quoi insiste beaucoup Pascale Bonnemer, c'est que chez elle, c'est la dimension relationnelle qu'elle souligne, et elle dit qu'il n'y a pas d'équivalent dans d'autres cultures. Elle dit que la plupart du temps, dans la couvade, et en particulier dans les interdits, l'interdit, par exemple, va reposer sur la consommation d'une substance, parce que la substance est réputée nuire à l'enfant, par exemple, et à son développement. Et alors qu'elle indique que ce qui prime sur la substance, c'est la relation. C'est-à-dire que, pour dire les choses très simplement, un même aliment est interdit pour le père, mais pourra être recommandé pour la mère, par exemple, le même aliment, hein, le même, parce que consommé par le père, il aura une incidence délétère sur le développement de l'enfant, mais consommé par la mère, il aura une incidence bénéfique. Ça veut dire que la relation, voilà, et donc c'est pour moi très important parce que ça montre vraiment que la naissance est une affaire relationnelle, culturelle, symbolique et en même temps voilà, polyphonique. Et voilà, la relation prime voilà, sur la propriété, le statut de la personne, le rang ou le statut de la personne prime sur la propriété de la substance qui est consommée. Et donc ça, c'est vraiment remarquable et elle souligne vraiment très bien ce point dans une ethnographie. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et Arnaud Wanisch, on arrive au terme de cet entretien et il débouche, il introduit à la question de l'asile, c'est-à-dire de l'accueil en fait, c'est-à-dire à la fois on accueille toujours du nouveau, ça c'est l'accueil du nouveau-né, instant natal. On accueille aussi de l'étranger, c'est-à-dire des migrants qui viennent d'ailleurs dans des conditions souvent épouvantables et avec, il faut bien le dire, en France en tout cas, une précarité d'accueil tout à fait effrayante et pour laquelle des gens se mobilisent efficacement. Voilà, mais on pourrait évoquer l'accueil aussi chez les personnes en crise, notamment en crise psychique, qui se retrouvent sans trop savoir où ils sont dans une clinique ou un hôpital, et où beaucoup de gens, et là-dessus il y a une littérature abondante, ont travaillé justement sur l'accueil en psychiatrie, accueil et asile, à condition évidemment de débarrasser en français le mot asile de toute la réalité épouvantable de l'asile du 19e, 20e siècle, évidemment. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement, est-ce que tu penses qu'on peut, à partir de ce que tu as écrit et dit de l'accueil du nouveau-né, est-ce qu'on peut l'élargir à d'autres situations? Oui, alors effectivement, j'ai consacré une étude, un article à cette question.
de l'accueil justement, de l'accueil natal, néonatal, hein, l'accueil du nouveau-né. Et ce qui m'a paru intéressant dans cet accueil, c'est justement comment accueillir et faire une place particulière à cette dimension sur laquelle j'insiste particulièrement depuis le début, hein, cette dimension de l'activité. C'est-à-dire que dans un espace, qu'est-ce que c'est qu'un espace hospitalier en fait pour le nouveau-né, hein. Alors en jouant évidemment sur le double sens de hospitalier, c'est-à-dire aussi bien l'espace de l'hôpital ou de la maternité dans laquelle l'enfant vient au monde le plus souvent, hein, c'est dans la majorité des cas, et puis hospitalier aussi au sens d'un espace qui accueille. Et qu'est-ce que c'est qu'un espace accueillant, hein, pour cet événement qu'est la naissance et pour celui ou celle qui naît. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'un espace accueillant pour un enfant qui naît, ce n'est pas seulement un espace qui est abritant, hein, qui abrite ou qui prend en charge cette dimension de fragilité ou de vulnérabilité de l'enfant, mais c'est aussi un espace qui est habitable, hein. C'est-à-dire, je distingue ces deux valeurs dans l'espace hospitalier, des valeurs d'abri et des valeurs d'habitation, hein, des valeurs habiter et abriter. Voilà, je joue sur ces deux dimensions en essayant de montrer qu'un espace accueillant, c'est un espace qui s'adresse à l'enfant pour chercher à promouvoir son activité, à lui servir d'appui pour cette activité. Donc, ce n'est pas seulement prendre en charge sa vulnérabilité, ce n'est pas simplement le protéger, ce n'est pas simplement l'envelopper, hein, avec toutes les connotations et toutes les coordonnées qu'on peut trouver, hein, sur cette notion très riche, hein, d'enveloppement dans la psychanalyse, notamment autour du moi-peau, hein, cette peau qui est protectrice, qui est, je pense aux travaux d'Anzieux, mais pas seulement. Mais voilà, il s'agit de s'adresser à l'enfant et de l'accueillir aussi dans sa dimension sensorimotrice, hein. C'est l'ouvrir vers quelque chose qui est l'avenir, rien de moins, hein. Finalement, l'abri, au fond, il est peut-être orienté encore vers la reconstitution de l'espace intra-utérin qui est perdu et qui était protecteur. Mais accueillir, c'est aussi permettre à l'enfant de se tourner vers l'avenir avec ses valeurs sensorimotrices d'habitation, où il va pouvoir déployer son activité et s'approprier l'espace qui est peu à peu, hein, qui est autour de lui. Alors, cette double dimension, je la retrouve effectivement dans d'autres situations, et notamment dans la situation qui consiste à accueillir des étrangers, en particulier dans la situation d'accueil de migrants. Et je m'appuie sur une étude d'un anthropologue belge qui s'appelle Robin van der Voort. C'est une référence qui m'avait été suggérée par Benjamin Boudou, qui est un ami avec lequel j'ai eu l'occasion de dialoguer sur cette question de l'hospitalité, justement. Et dans cette étude, Robin van der Voort montre alors il s'appuie sur une étude de terrain en Belgique, hein, dans l'accueil de populations réfugiées syriennes. Et ce qui l'a frappé dans les espaces d'accueil auxquels il a eu accès et qu'il a pu observer, c'est l'aménagement de certains espaces qui sont des espaces de convivialité. Il appelle ça des microsphères ou des bulles de convivialité, c'est-à-dire des espaces à l'intérieur desquels les populations migrantes qu'elles peuvent s'approprier et à l'intérieur desquelles elles peuvent recevoir. Et notamment, ça prend la forme d'aménagement d'espaces de cuisine où en s'approvisionnant d'ailleurs en produits qui sont issus de leur pays. Cette population-là était mise en situation de pouvoir renverser cette situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire situation de passivité et d'accueil, mais au sens de la prise en charge de leur vulnérabilité avec des espaces sanitaires, des espaces de soins. Et comment ils peuvent renverser cette relation. En fait, en réalité, il s'agit bien de repotentialiser la relation à celui qui est accueilli pour lui permettre à son tour d'accueillir. Et c'est ça qui m'a frappé, parce qu'il pouvait cuisiner très concrètement et offrir quelque chose à manger, à boire à un hôte ou à un visiteur. Et donc ces espaces-là sont très, très, très important et me paraissait vraiment aller dans ce même sens, à savoir que accueillir au sens fort du terme, c'est pas simplement recueillir. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une distinction entre recueillir et accueillir, parce que recueillir, qu'est-ce que c'est, hein? C'est entrer dans la relation. D'ailleurs, on recueille
quelqu'un qui est blessé ou qui est malade, ou qui est fragile, qui a été fragilisé par une épreuve. D'ailleurs, on peut recueillir aussi un animal blessé, mais recueillir, c'est entrer dans la relation par la vulnérabilité. Et accueillir, il me semble que c'est quelque chose de plus. Il y a un supplément qui est justement de rendre possible la reprise de l'initiative. C'est permettre à celui qui est accueilli de pouvoir lui-même, à son tour, reprendre l'initiative et donc neutraliser aussi quelque chose qui risque d'être une relation de domination, parce que la situation justement de l'accueil de la vulnérabilité, c'est aussi une situation qui est verticale ou qui est inégale ou inégalitaire. Il s'agit d'horizontaliser en quelque sorte, de réhorizontaliser la relation en permettant à celui qu'on accueille d'exercer une position de sujet. Et à ce titre, c'est vrai que je fais une référence à la fin de cet article et à propos de cette analyse à un poème d'Yves Bonnefoy qui s'intitule Vrai lieu, et qui est un poème dans lequel Bonnefoy justement met en scène l'accueil de quelqu'un qui a froid, qu'une place soit faite à celui qui approche, personnage ayant froid et privé de maison, de mémoire, comme ça c'est quelques vers du poème de Bonnefoy. Et ce poème s'intitule Vrai lieu. Et il me semble que un espace d'accueil au sens fort, au sens où il permet cette repotentialisation de celui ou cette potentialisation, parce que je dis repotentialisation quand il s'agit de populations migrantes par exemple, mais de potentialisation quand il s'agit du nouveau-né, c'est justement un vrai lieu qui rend possible l'expression d'un vrai soi, ou de ce que Winnicott appelle le vrai soi ou le vrai self, qu'il distingue du faux self. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le faux self? C'est ce soi qui est replié et qui est dans une situation d'adaptation ou de réaction, où il s'agit de réagir à un environnement potentiellement hostile et de repli, là où au contraire, dans l'accueil, il faut, en repotentialisant justement la relation, il faut rendre possible l'expression d'un vrai soi, c'est-à-dire d'un soi qui, cette fois-ci, agit à l'initiative et crée. C'est-à-dire que Winnicott insiste sur cette dimension fondamentale pour le psychisme de la créativité, justement, comme déploiement du soi. Et donc, ce qui est rendu possible du côté de ces populations, c'est justement qu'à travers dans ces bulles de convivialité, en quelque sorte, elles peuvent reprendre l'initiative et dire aussi qui elles sont. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que ça passe aussi par la nourriture ou par la cuisine, c'est-à-dire que ce sont des populations qui ont un rapport extrêmement douloureux à leur passé, et pour réparer et pour recréer ou rendre possible à nouveau de la création, et de la création dans la relation, et avoir un rapport à leur passé qui puisse être converti en potentialité, il faut présenter ou transmettre, puisqu'on est justement dans Cité Philo sur cette thématique de la transmission, c'est transmettre quelque chose d'eux-mêmes, de leur passé, de leur histoire, qu'ils vont donner à goûter à travers la cuisine, à travers des saveurs, à travers des épices, à travers des plats. Il y a quelque chose cette fois-ci qui, dans leur histoire, permet l'expression de quelque chose qui peut ouvrir sur de l'avenir, à travers la transmission de quelque chose de positif de leur histoire. Et je crois que c'est justement que accueillir, c'est rendre possible cela. C'est rendre possible cela, c'est rendre de nouveau. Alors, c'est soit rendre possible l'expression de cette subjectivité à travers les initiatives, cette subjectivité ou cette sensorimotricité du côté de l'enfant, puisque la subjectivité passe intégralement à travers son corps, déjà dans ce moment précoce, mais c'est aussi de rendre de nouveau possible l'expression de soi, l'expression de ce vrai soi, dès lors que quelque chose s'est produit qui a rendu impossible cette expression. Alors, merci pour toutes ces précisions. Moi, ça fait écho à des choses que moi-même je travaille depuis pas mal de temps. Alors, en ce qui concerne le faux self de Winnicott, il dit deux choses. Il dit d'une part que c'est la vie sociale, mondaine, tout ce qu'on voudra, qui nous oblige à avoir des masques ou des conduites sociales attendues. Mais il dit aussi que la plupart du temps, le faux self, ça nous protège. C'est une fonction protectrice par rapport à l'agressivité. Ouais.
Et quand ce faux self craque, c'est-à-dire quand il y a crise psychique, eh bien, c'est là que l'accueil est indispensable parce que, justement, d'abord, il est nécessaire pour étayer la personne en crise, mais en même temps, s'il est bien fait, il doit justement faire en sorte, non pas de potentialiser ou de repotentialiser, mais d'essayer de voir avec la personne accueillie quels sont ses possibles, pas au sens de possibles mathématiques sur un tableau A, B, C, D, mais ce que la personne peut ou a envie de faire ici. Voilà. Donc c'est ça aussi, me semble-t-il, des lieux d'accueil. Et ça, j'y vois ensuite, bon, ça m'est venu comme une association d'idées, la clinique de la Borde dans le Loir-et-Cher, qui est une clinique qui fonctionne selon les principes de la psychothérapie institutionnelle, donc où la notion d'accueil a justement un rôle fondamental. Eh bien, dans les années 80, le cuisinier de la clinique de la Borde était un Ivoirien, personnage très, très chaleureux, très haut en couleur. Et puis un jour, il a dit « j'arrête ». Mais j'arrête parce qu'il devait rentrer au pays, et il dit mais je voudrais construire la même chose dans mon village. Et il a construit, et ça existe toujours, une clinique psychiatrique, alors qu'il n'est que cuisinier. Mais comme il vivait dans un milieu institutionnel, il était pénétré de toutes ces idées. Et la clinique qu'il a fondée dans son village, qu'on appelle aujourd'hui la Borde d'Ivoire, existe toujours et accueille régulièrement des gens de Côte d'Ivoire, mais aussi des gens qui viennent de France ou d'ailleurs. C'est un peu ça, si tu veux, on pourrait... Alors j'aime bien ce que tu dis sur recueil-accueil. Par exemple, tout le monde connaît plus ou moins les lieux où les SDF ou les gens, les sans-abri vont effectivement la nuit quand il fait froid. Mais quand on les entend à la radio, à la télé ou ailleurs, ils disent tous que ce sont des lieux épouvantables. Ils n'ont pas envie d'y aller. Certains préfèrent rester dans le froid, mais au moins on leur volera pas leurs affaires, il n'y aura pas de bagarre, etc. Hein, c'est ça la différence, je crois, entre recueil et accueil. Exactement, exactement, oui, oui, oui. Non, oui, ces espaces-là, c'est vraiment. Alors, justement, ce qui est frappant, c'est que c'est pour ça que c'est la limite aussi avec il faut pas forcément les dissocier. Parce que mon souci, voilà. Là, peut-être pour terminer, c'est peut-être de montrer que les deux doivent être liés, et en tout cas sont liés dans la situation de la naissance. Parce que bien entendu, on ne peut pas nier cette dimension de la fragilité ou de la vulnérabilité, mais dès lors qu'elle est prise en charge de manière satisfaisante, suffisamment bonne, dirait Winnicott, justement, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas un nouveau-né quand simplement on a satisfait ses besoins, quand simplement on lui permet de se réguler. Cette régulation, elle est indispensable, mais elle n'est que le socle de quelque chose d'autre qui doit être rendu possible à partir de là. C'est justement l'expression de soi, c'est la créativité. Et c'est en ce sens que j'ai essayé de montrer que naître, pour reprendre le titre que j'avais proposé justement à cette discussion, c'est faire quelque chose. C'est pas simplement attendre pour l'enfant des réponses régulatrices du côté de son sommeil, du côté de sa faim, de sa soif. C'est pas suffisant. Et effectivement, par analogie, parce que les situations comprennent. Là, on est dans une situation, je dirais, qui est une situation ordinaire, celle de la naissance. Même, voilà, sa dimension d'événement est indéniable, mais ordinaire au sens où naître, c'est une situation ordinaire. En revanche, les situations auxquelles on fait allusion, là, c'est des situations où véritablement quelque chose a craqué, dans la relation, dans le lien social, que ce soit du côté de la prise en charge en psychiatrie, du côté des sans-abri ou du côté des populations migrantes. Et il s'agit de réparer quelque chose, effectivement. Mais à chaque fois, l'écho, moi, que ça me suggère, c'est que ça ne sera jamais suffisant d'avoir une réponse qui sera uniquement
sanitaire ou médical, hein, il y a quelque chose de plus, hein, il y a un supplément qui n'est pas anodin, mais qui est le supplément qui rend possible l'expression de soi, l'expression de l'humanité, et qui est quelque chose de plus que simplement être soigné ou être satisfait, hein, dans ses besoins fondamentaux. Oui, tu as parfaitement raison. D'ailleurs, on distingue, à la suite de Freud ou de Lacan, besoin et demande. Répondre à un besoin, c'est répondre à un besoin, mais derrière un besoin, il y a quoi? Il y a une demande. Une demande d'amour, une demande d'aide, une demande humaine, c'est clair. Humaine, c'est ça. Absolument. Voilà, je crois qu'on peut, à moins que... Enfin, on pourrait continuer. Oui, oui, bien entendu. Mais il faut savoir s'arrêter. Merci Arnaud. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Jean-François, merci.